Ce week-end, la fête était finie, Max Verstappen et Red Bull sont revenus mettre tout le monde d'accord. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix du Japon qui avait lieu ce dimanche. C'est parti. Première réaction forcément sur le vainqueur du jour, Max Verstappen, qui vient chercher une nouvelle victoire cette saison, juste après sa déconvenue de Singapour il y a une semaine. Il en profite pour offrir le titre à son équipe, 6e titre constructeur pour Red Bull depuis 2010. Une très grosse performance, c'est simple, depuis 13 ans, il n'y a que eux et Mercedes qui ont réussi à remporter ce championnat. Bon alors l'avance de Red Bull au championnat constructeur est colossale, c'est simple, si vous additionnez les points de Mercedes et de Ferrari, vous n'arriverez même pas à dépasser Red Bull et Max Verstappen à lui tout seul pourrait mener le championnat constructeur actuellement devant justement Mercedes et Ferrari, c'est assez impressionnant. Bon alors si on revient un peu sur le week-end du néerlandais, il n'a pas été très difficile, hein. Dès le début on l'a senti bien plus à l'aise qu'à Singapour et bien plus rapide surtout. La Red Bull avait l'air vissée au sol dans les mains de Verstappen et ça s'est vu dès la qualification. En Q3 il met 6 dixièmes sur son tour de pôle à Piastri 2e. Derrière en 5e place on retrouve Perez très loin à 8 dixièmes. Bref, domination totale. Le dimanche, Verstappen ne pouvait craindre qu'un moment, celui du départ, et il a bien failli se faire avoir par les McLaren. Et oui, puisque Oscar Piastri à ses côtés a pris plutôt un bon envol, quasiment similaire à celui de Verstappen, et par contre Lando Norris en 3e place, lui a pris un excellent départ et a failli passer le néerlandais qui justement était revenu vers l'intérieur de la piste pour défendre sur Piastri et qui avait laissé une autoroute à Lando Norris pour l'enrouler par l'extérieur. Mais bon, ça reste Verstappen, au premier virage il a très bien défendu sur Norris, qui n'a pas voulu non plus tenter le diable et de sortir Max Verstappen et au passage de gâcher sa course à lui aussi. Donc au final, pas de dépassement au moment du départ. Le plus dur était passé, si ce n'est que juste derrière, il y a une safety car à cause de l'incident justement de ce départ. Ça n'a pas été trop compliqué non plus. Petite relance dans le dernier virage, il a enfumé tout le monde. À partir de ce moment-là, on l'a plus jamais revu. Et oui, hein, comme beaucoup, stratégie à 2 arrêts pour Verstappen, médium, dur. Il s'arrêtait quasiment à chaque fois en même temps que tout le reste du plateau pour éviter de se faire undercutter ou piéger par une safety car ou un drapeau rouge. Comme ça, pas de risque. On a couvert la stratégie la plupart du temps chez Red Bull. Globalement, on avait juste à dérouler. Hein. Il termine avec 20 secondes d'avance sur Lando Norris. De l'autre côté du garage, par contre, c'était pas du tout, mais alors du tout, la même histoire. Sergio Perez a vécu encore une fois un week-end très difficile, comme à peu près tous les week-ends depuis Miami, j'ai envie de dire. Ça commence à faire long. Très long. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, c'est marrant. Bon alors déjà, en qualification, on vient de le dire, il est seulement 5e, derrière les 2 McLaren et la Ferrari de Charles Leclerc, pris en sandwich justement entre les 2 Ferrari puisqu'il avait Carlos Sainz juste derrière lui. Il est à 8 dixièmes de Verstappen, encore un écart abyssal, mais jusque-là, pas trop de surprises on va dire cette saison. On se dit qu'il va plutôt bien se rattraper en course, on le sait, Perez c'est plutôt un pilote du dimanche, il préfère plutôt la course et il est en général plus à l'aise dans cet exercice que celui de la qualification. Donc en soi, top 5, avec la voiture qu'il a, on se dit tranquille. Bon alors, dès le départ, grosse confusion avec Sainz et Hamilton qui sont respectivement devant et derrière Perez, qui prennent tous les deux un bien meilleur envol que le Mexicain et aussi que Charles Leclerc. Du coup, on se retrouve à 4 de front. Forcément, Perez a un petit peu peur de Sainz qui se décale au dernier moment pour éviter un Charles Leclerc se resserrant vers l'extérieur. Donc du coup, Perez met un premier coup de roue. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il en met un deuxième. Contact entre les deux voitures. Aileron avant abîmé. Dès le premier tour, Perez doit déjà s'arrêter pour changer d'aileron. Derrière eux, c'est passé à peu près le même incident, mais avec un peu plus de gravité et de débris. Justement, au moment où il sort de son premier arrêt, il y a safety car et il dépasse 2 voitures sous ce régime de voiture de sécurité. Malheureusement pour lui, 5 secondes. C'est la règle. Du coup, il est dernier avec 5 secondes de pénalité, ça commence très mal. Sauf que derrière, ça va s'empirer puisque quelques tours plus tard, il tente une manœuvre un petit peu kamikaze sur Magnussen, manque de l'harponner au virage 11 en ayant freiné beaucoup trop tard et en étant surtout parti de beaucoup trop loin. Heureusement pour lui, pas de problème, il a juste frôlé, mais ça n'a pas touché. Bon alors par contre le tour d'après, il refait exactement la même manœuvre avec un petit peu plus de vitesse. Du coup, sa roue avant est même pas à la hauteur de Magnussen au moment d'aborder le virage. Bien entendu, il l'harponne, fait spin Magnussen et casse encore son aileron. Ça commence à faire. Du coup, deuxième arrêt pour changer une nouvelle fois d'aileron. Malheureusement, la voiture est bien trop abîmée et il a absolument aucun rythme, sachant qu'il est ultra loin du paquet. On le fait abandonner. Aïe, coup dur pour Guillaume. Sauf qu'à 8h du mat, la tête dans le cul sur notre canapé, quelle fut notre surprise de voir Perez remonter dans sa voiture quelques tours plus tard. Et oui, d'un coup, la réalisation nous montre l'intérieur du garage Red Bull dans lequel on est en train de préparer la voiture de Perez. Il est installé à l'intérieur et à ce moment-là, on comprend pas trop. Alors sur Canal, Julien Febvreau et Franck Montagny pensent d'abord à tout simplement des roulages pour essayer de continuer le développement de la voiture et tout simplement accumuler les kilomètres. Sauf qu'après la course, on a appris que c'était tout simplement Red Bull qui voulait être sûr de purger toutes les pénalités de Perez pour éviter une
future pénalité au Qatar, notamment sur la grille de départ. Donc il sort pour un tour seulement, s'arrête de nouveau pour l'abandon définitif de Pérez. Course donc catastrophique pour Pérez encore une fois, manque de performance pure en termes de vitesse par rapport à Verstappen, mais en plus de ça il commet des erreurs, ça commence à faire beaucoup, et malheureusement pour lui, j'ai l'impression que là chez Red Bull on commence vraiment à s'agacer, même si dans la presse on annonce encore Pérez en 2024 chez Red Bull, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de pilote pour le remplacer. Ricciardo, on ne sait pas ce qu'il vaut puisqu'il s'est pété la main. Tsunoda, ça le fait pas, il n'est pas assez rapide. Et Lawson, certes, il est très performant en ce moment, mais ce serait peut-être un peu aller trop vite de le mettre dans une Red Bull, et ça pourrait nous amener à une situation similaire qu'on avait vécue avec Gasly ou Albon. Bon alors malgré tout, vu que Verstappen peut tenir cette équipe lui tout seul, ça reste un très bon week-end pour Red Bull qui rentre un peu plus dans l'histoire. Deuxième réaction sur McLaren, ils ne cessent de m'impressionner cette année. Faut quand même se rappeler qu'en début de saison, McLaren, ils ont une véritable charrette, ça se bat pour pas terminer dernier, ça n'arrive pas à passer le cap de la Q1, et là, ils sont en train de se battre. Alors peut-être pas pour une victoire, mais pour des podiums de manière régulière, pour des pole positions le samedi, parce que quand même les écarts sont plus serrés le samedi, c'est franchement impressionnant. McLaren a fait un job incroyable en ne paniquant pas en début d'année, ils l'ont dit et ils l'ont assumé, notre voiture est nulle, on va bosser sur une version complètement nouvelle, on va tout revoir sur la voiture. C'est ce qu'ils ont fait en Autriche en amenant un premier gros package d'évolution qui a fait tout de suite progresser la voiture énormément. Norris ce week-end-là avait été très performant. Dès le week-end suivant, c'est Piastri qui profitait lui aussi de ces nouvelles pièces et on a bien vu ce que ça donnait. Des podiums par-ci par-là, des qualifications incroyables. McLaren revit en cette deuxième partie de saison. La semaine dernière, Norris était très performant avec un nouveau package d'évolution et ce week-end, Piastri en profitait lui aussi, encore une fois une course plus tard, parce que bon, c'est le petit rookie et puis Norris est quand même vachement bien installé et presque à la maison chez McLaren. Et ben avec ce nouveau package pour les deux pilotes, ça fait 2 et 3 en qualif, position inversée le lendemain en course, et pour l'équipe ça change rien, ça fait quand même une P2 et une P3, à 20 secondes de Verstappen certes, mais ça reste quand même devant les Ferrari. Ils ont réussi à conserver un Leclerc derrière, même si on a pu penser un moment que Leclerc pourrait être une menace, au final il a jamais été vraiment une menace directe sur Piastri. Ça reste une performance très propre de la part de McLaren, sur une stratégie globalement étraînée, 2 arrêts, médium, dur pour les deux pilotes, légèrement en décalé forcément, ça a juste déroulé du côté de McLaren. Troisième réaction, ce matin, sur mon canapé justement, en train de tituber après un réveil difficile, je me suis dit quand même, est-ce que Logan Sargent et Liam Lawson auraient pas un destin lié? Bah oui, parce qu'en début de week-end, on a appris la signature de Ricciardo et de Tsunoda pour une nouvelle saison en 2024 chez AlphaTauri. Du coup, pas de baquet disponible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un move chez Red Bull, ça paraît un petit peu trop prématuré. Mais bon, le Lawson, quand même, il nous fait des sacrées performances. Et oui, après sa première Q3 et ses premiers points la semaine dernière, il a réussi à devancer son coéquipier à la porte des points 11e en course. Il était juste derrière en qualification, mais franchement à quelques longueurs seulement de Tsunoda. Et en course, bah, il finit devant avec une bonne course, encore une fois, pas d'erreur, du rythme, sur un circuit qu'il connaît bien mieux, hein, puisqu'il roule en Super Formula au Japon, donc c'est un circuit qu'il maîtrise quand même pas mal, mais ça en reste pas moins que Tsunoda, c'est un pilote avec 3 ans d'expérience quasiment maintenant au volant d'une Formule 1, et lui, il en est à son 4e Grand Prix. Et de l'autre côté, justement, chez Williams, on a un Logan Sargent qui peine de plus en plus chaque week-end, qui multiplie les erreurs en essayant de hausser son niveau de jeu pour aller matcher un Alex Albon, alors que clairement, en termes de rythme pur et de talent, j'ai envie de dire, il n'est pas au niveau d'Albon. Et on le voit, dès qu'il hausse le rythme pour essayer de se mettre à la hauteur d'Alex Albon en termes de rythme, il crache. Et c'est encore arrivé en Q1 ce samedi, à la sortie du dernier virage. Il sort un peu trop large, perd le train arrière et garde le gaz à fond, ce que j'ai pas compris. Et donc du coup, forcément, coup de raquette, il placarde complètement la voiture. C'est le pilote qui aura coûté le plus cher pour l'instant cette année en crash. Donc forcément, un Liam Lawson qui performe super bien, qui fait pas d'erreur, qui est très régulier, eh ben ça pourrait être l'équipier parfait pour un Alex Albon qui remplit déjà toutes ces conditions et ça permettrait de maximiser la performance chez Williams, tenter de marquer potentiellement avec les deux voitures des points les week-ends où elles fonctionnent, parce que ce week-end c'était un peu compliqué comme à Singapour la semaine dernière. Et bien que Toto Wolff ait tenté de vendre Mick Schumacher à son ancien collègue James Vowles, qui maintenant dirige l'équipe, en lui envoyant les datas au simulateur, je pense que du côté de James Vowles, si j'étais à sa place, je me pencherais plus sur le pilote qui est en train de performer actuellement en piste que sur l'autre qui malheureusement s'est fait virer l'année dernière justement pour les mêmes raisons qu'un Logan Sargent, il se crachait beaucoup trop et qui certes fait du simulateur avec peut-être des bonnes performances, même si on ne le sait pas vraiment, ça reste du simulateur. Là, on a la preuve en image, il est performant et contrairement à De Vries, c'est pas que sur une seule course.
Quatrième réaction, je vais vous parler d'Aston Martin qui continue sa deuxième moitié de saison très difficile et qui, je dirais même, s'empire. Alonso était encore une fois très frustré ce week-end au volant de l'Aston Martin, se plaignant notamment de la vitesse en ligne droite et des stratégies. Côté vitesse de pointe, c'est vrai que l'Aston Martin semblait assez lente. J'ai eu peur qu'on se reprenne un GP2 engine à la radio. C'est pas arrivé parce qu'il en est pas encore là au niveau frustration, mais clairement, c'est très compliqué ces derniers temps pour Aston Martin. Depuis la reprise et à part, je dirais, Zandvoort, qui était vraiment la première course de la rentrée, on a une voiture qui tient plus le rythme face aux 4 top teams que je considérais maintenant, que sont Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren. Ils ont clairement marqué le pas maintenant et on se demande s'ils vont réussir à terminer à cette 4e place. D'autant plus que seul Alonso tient cette équipe, un peu comme un certain Max Verstappen, puisque Lance Stroll s'est encore une fois sorti en Q1, alors pas en crash cette fois-ci, juste un manque de performance. Éliminé donc en Q1, il fait plutôt un bon départ, remonte jusqu'à la P12, mais ensuite est contraint à l'abandon. De son côté, Alonso s'est lancé 11e après avoir réussi à rentrer dans le top 10 en qualification, très juste d'ailleurs ce top 10 pour Alonso. Derrière, la course c'était pas facile, il termine quand même 8e avec une stratégie un petit peu bizarre. Alors on est parti en soft rodé du côté d'Alonso, c'est compréhensible, ça lui permettait d'avoir un meilleur départ que ceux de devant et essayer de choper quelques positions. Globalement, c'était pas une mauvaise idée. Forcément, par la suite, on s'arrête assez tôt pour chausser un premier train de gomme dure et c'est là que j'ai pas compris parce que ce train de gomme dure, il en est quasiment autant de tours que son train de médium juste avant. Donc là, j'avoue que j'ai pas compris. On l'a arrêté super tôt, seulement un tour après George Russell qui lui était sur une stratégie à un arrêt. Donc là, forcément, Alonso, il finissait la course avec des pneus complètement détruits et les deux Alpines derrière qui revenaient très fort. Bon alors au final, il a pas perdu tant que ça puisque les deux Alpines ne sont pas parvenus à le rattraper, mais mine de rien, ça a resté une stratégie un petit peu bizarre du côté de Aston Martin, mais c'est surtout la performance de la voiture en général qui déçoit sur cette deuxième moitié de saison. Ils ont clairement pas réussi à développer leur voiture, contrairement à McLaren. Ils ont eu un petit peu des destins opposés en commençant très fort la saison, mais en ayant beaucoup de mal à développer, un peu comme As certaines années, ou même Ferrari sur ses batailles pour le titre en 2022, 2017 et 2018. Dernière réaction sur Alpine avec Esteban Ocon et Pierre Gasly, la tension est montée d'un cran ce week-end. Bon alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, Gasly et Ocon s'élancent respectivement 12e et 14e sur la grille, après une qualification classique, j'ai envie de dire, de la part d'Alpine. C'est une voiture qui, on le sait, n'use pas sa gomme et donc est très performante en course, et malheureusement, en qualif, il manque encore un petit peu de vitesse pure, donc souvent, c'est plutôt une voiture du dimanche. On part en général en dehors du top 10, et on arrive la plupart du temps à rentrer dans les points du côté d'Alpine. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, 9e et 10e, je vous spoil direct le résultat de la course. C'est ce qui s'est passé pendant qui est compliqué. Bon alors, les deux pilotes sont sur la même stratégie, médium, dur. Sauf que ça, c'est dans la théorie, puisque dans la pratique, Esteban Ocon est impliqué dans un incident au premier tour. Il a donc une crevaison sur un de ses pneumatiques. Il s'arrête pour chausser ses durs dès la fin de ce premier tour. Donc bien qu'il soit sur la même stratégie, elle est complètement décalée. En effet, Gasly abandonne lui ses pneus médiums au 18e tour pour chausser son premier train de dur, là où quelques tours plus tard seulement, Ocon lui chausse déjà son deuxième train qu'il va emmener jusqu'au bout de la course. Forcément, vous vous en doutez, en fin de course, Gasly est bien plus rapide dans les échappements d'Esteban Ocon avec des pneus plus frais. C'est là qu'on va demander à Esteban Ocon de laisser passer Pierre Gasly pour qu'il tente de doubler Fernando Alonso. Au moment de faire sa requête, l'ingénieur d'Esteban Ocon lui explique que Pierre Gasly va le dépasser pour aller chercher Fernando Alonso et que s'il n'y parvient pas, il le laissera passer dans l'autre sens. C'est une stratégie très connue en Formule 1 entre équipiers. On laisse passer l'autre, il tente de dépasser celui de devant. S'il n'y arrive pas, on rééchange les positions dans l'autre sens. Ça se fait tout le temps en Formule 1. Oui, sauf que là, on a oublié un petit détail chez Alpine. On l'a pas dit à Pierre Gasly, cette partie-là. On lui a juste dit « Ocon va te laisser passer ». Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon alors par la suite, Pierre Gasly montre son rythme, il est 1 seconde plus vite au tour que Fernando Alonso. Malheureusement, l'écart est trop grand, il reste 9 secondes entre les deux à 6 tours de la fin. Au tour 52, on s'en rend bien compte du côté d'Alpine que Pierre Gasly n'arrivera pas à passer Alonso. On demande donc ce qu'on avait prévu depuis le début, swap les positions dans l'autre sens. Sauf que là, forcément, quand on lui annonce ça, Pierre Gasly, il a plusieurs secondes d'avance sur Esteban Ocon puisqu'il tourne très vite. Et surtout, on lui avait pas du tout dit cette partie-là du plan. Donc il est très frustré, énervé, demande pourquoi, il est bien plus rapide et va devoir littéralement se garer pour laisser passer Esteban Ocon. Il ne le fait donc pas dans ce tour 52 et le fera seulement à la sortie du dernier virage dans le dernier tour en se garant littéralement sur la piste. Bah oui, il avait une telle avance sur Esteban Ocon qu'il fallait quasiment s'arrêter pour le laisser passer. Alors même si du côté d'Alpine et d'Ocon on avait peur que Pierre Gasly ne coopère pas, il le fait malgré tout, Alors même si c'est dans le dernier virage et dans le dernier tour, il l'a fait. Et alors après la ligne d'arrivée,
explosion de colère dans le baquet de Pierre Gasly, d'abord à la radio, puis ensuite il coupe la radio et continue de s'énerver et de faire des doigts d'honneur en l'air dans son cockpit, et en arrivant dans le parc fermé, il reprend la radio pour redemander encore une fois qu'est-ce qu'il s'est passé. Et bah ce qui s'est passé, c'est simple, il y a juste eu une très mauvaise communication du côté d'Alpine, puisque comme je l'ai dit, c'est un plan qui est très utilisé en Formule 1, on échange les positions, on essaye d'aller en gagner devant, si on n'y arrive pas, on repasse dans l'autre sens, comme ça tout le monde est content, sauf que là, on a oublié un élément, donc forcément on peut comprendre la frustration de Pierre Gasly. Et malheureusement, cette semaine, un petit peu comme la semaine dernière, il y a un petit épisode qui vient entacher la performance. Alors cette fois-ci, c'est pas la fiabilité, mais c'est plutôt une erreur de communication, en espérant que ça ait pas trop d'impact, parce qu'on sait que la relation entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, elle reste à mon avis très fragile. Et voilà, c'est tout pour cet épisode sur le Grand Prix du Japon. On se retrouve dans 2 semaines pour parler du Grand Prix du Qatar, qui revient au calendrier cette année, et qui pourrait être le lieu du sacre de Max Verstappen, qui pourrait même remporter le titre dès le samedi, puisqu'il y aura un week-end sprint. D'ici là, vous le savez, suivez-moi sur les réseaux, TikTok, Instagram et en Shorts pour du contenu exclusif sur la Formule 1 et le sport auto en général. On parle de technique, d'histoire et on résume même les Grands Prix très rapidement. N'oublie pas d'ailleurs aussi de checker le lien de ma chaîne Twitch que j'ai ouvert là il y a quelques jours seulement. J'ai pas encore fait de live, mais pourquoi pas faire des débriefs de Grand Prix en live directement avec des replays un petit peu plus montés sur cette chaîne YouTube. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire éventuellement. D'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez et commentez si la vidéo vous a plu, mais surtout, portez-vous bien. Ciao ciao.